France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum et pour ce lundi 29 juillet, ces dernières semaines, plusieurs fake news sont venues alimenter les chaînes d'information en continu. Les médias cherchent-ils la vérité? C'est la question qu'on peut éventuellement se poser aujourd'hui, au lendemain d'une nouvelle fake news concernant Jérôme Rodriguez. On en parle avec Philippe Bourriachi, Gamal Abina et Nasser Lajili qui seront avec nous jusqu'à 18h. Selon un sondage, les Français veulent une loi pour interdire le burkini sur les plages en France. On en reparle avec vous tout à l'heure, sans oublier les infos zappées, le zapping et évidemment, en fin d'émission, le quiz. C'est parti jusqu'à 18h à l'écoute de France Maghreb 2 et du Grand Forum. Le Grand Forum, le coup de cœur. Le coup de cœur sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, messieurs, dames, on est là, nous sommes le 29 juillet, j'espère que tout va bien pour vous, on est ensemble et jusqu'à 18h pour les 3 dernières de la saison radiophonique qui s'achève, en tout cas pour nous, avant qu'on prenne, et c'est bien mérité, quelques vacances. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont deux, Philippe Bourriachi, salut Philippe. Salut. C'est ta journée aujourd'hui, tu sais qu'on en parlera tout à l'heure, mais à partir d'aujourd'hui, on a épuisé toutes les énergies de la Terre, ça y est, c'est fini. C'est ça, on vit à crédit. On vit à crédit. Gamal Abina, salut Gamal. Salut les amis. Militant des premières heures. Et même des dernières. Même des dernières, exactement. Alors, tout à l'heure, nous parlerons du burkini. Pourquoi ? Parce que on a appris que, selon un dernier sondage, pas moins de 67% des Français sont favorables à une loi interdisant le burkini sur les plages françaises. On en parlera tout à l'heure, on en débattra avec vous. Vous y êtes pour une loi pour interdire ? J'ai l'impression que dès qu'on a un problème dans ce pays, une loi, hop, à croire que ça va solutionner tous les problèmes. Pour l'heure, on va revenir quand même sur quelque chose qui nous agite depuis un petit moment, et ça fait quand même 3 fake news en très peu de temps. La question que je vous pose, cette dernière semaine, plusieurs fake news sont venus donc alimenter les chaînes d'information en continu. Les médias cherchent-ils la vérité ? C'est la question toute simple que je vous pose, à laquelle vous répondez, et vous êtes que 19% à dire oui, qu'ils cherchent la vérité. Sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter, sur Twitter, le Grand Forum FM2, en nous appelant au 01 40 33 9000. Pourquoi 3 fake news ? Vous avez évidemment l'affaire de Montpellier, hein. On a attribué cela évidemment à un supporter de l'Algérie. Idem pour ce qui s'est passé à Rouen et Monsieur Barry qui a été assassiné. Là aussi, on a attribué ça à un supporter de l'Algérie. Alors le mec s'appelle Damien, il est bien français. Et la 3e fake news, a priori, c'est hier avec Jérôme Rodriguez qui est rentré en garde à vue pour des soupçons de violence conjugale. Or, sa femme, sa compagne plutôt, parce qu'ils sont pas mariés, a témoigné hier au travers d'une vidéo en disant non, tout va bien. Elle a bien montré son corps. Je n'ai aucune trace. Effectivement, Rodriguez avoue qu'il y a eu une dispute, qu'il lui a jeté de l'eau sur elle. Est-ce que ça fait cela, en tout cas, une violence conjugale ? Quoi qu'il en soit, la femme a témoigné, a dit tout va bien. Donc peut-être que là, notre côté peut-être complotiste va aller jusqu'à dire que peut-être qu'on lui cherche une nouvelle affaire à Rodriguez pour essayer de le faire taire. Quoi qu'il en soit, on se concentre sur la partie médiatique. Est-ce que les médias cherchent la vérité, Gamal ? Franchement. Non, les médias cherchent à faire de l'argent, et les médias cherchent à faire de l'audience, ils cherchent à faire du spectacle. Si on donnait l'actualité telle qu'elle se présente à nous, elle serait très ennuyeuse. Alors que quand on fait dans la fake news, et ça arrive, quand on fait dans l'information inquiétante, alarmiste, ça fonctionne. C'est pour ça. Oui, mais cette course à l'info à laquelle nous assistons, j'allais dire de manière quotidienne, il y a aussi des chaînes ou des journaux qui sont capables de rétablir une vérité en disant nous sommes trompés, peut-être un peu trop emballés, et j'ai l'impression que ces journalistes ou ces rédacteurs en chef, parce qu'il faut aussi préciser quand même qu'il y a une chaîne. Bien sûr. Alors, il y a le journaliste effectivement qui rapporte des faits ou des faits supposés, et il y a le rédacteur en chef qui demande d'accentuer sur telle ou telle information. Et peut-être que ces rédacteurs en chef en question ne sont pas capables de se remettre en question, justement, d'apprendre de leurs erreurs en disant là peut-être qu'on a été trop vite, et il faudrait peut-être qu'il y ait un espèce de code qui dit que tant qu'on n'a pas les éléments d'enquête ou que le procureur s'est exprimé, on s'interdit de faire dans la supputation, j'ai envie de dire, Philippe. Ouais, mais alors, comme l'a dit Gamal, ouais. Bien que je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, ouais. et d'ailleurs bien que tout ce qu'il dit n'est pas super intéressant, même ennuyeux, fastidieux, ça mériterait d'ailleurs une fake news pour ça. Effectivement, ton journal va être, ton journal. Les nouveaux médias d'information qui ont pris le pouvoir des chaînes d'info continue vont être ennuyeuses, vont être sombres, fastidieuses. Non, les gens ils veulent du sensationnel aussi. Il faut dire la vérité que nous on est donc tous, c'est la faute du téléspectateur, c'est ça ? C'est la faute du consommateur, j'ai envie de te dire. Ouais.
le consommateur, il est libre de dire, attends, là, ça va, c'est trop, basta. On l'a bien vu d'ailleurs pendant l'histoire des Gilets jaunes. Ouais. Il y a certains médias qui ont émergé. Moi, je vais donner un nom d'un média, bien que dans mon parti, on n'est pas content. RT France. Voilà, RT France, Russia Today France, qui a eu une vision différente, beaucoup plus objectif. Bon, alors, faut dire que RT est pas trop Macron. Enfin, non, c'est moins qu'on peut se dire. Ouais, non, mais c'est un procès qu'on leur fait, et blague à part, je crois que Gamal me contredira pas, à force d'y aller, à force de discuter avec ceux qui sont en back-office, ils sont pas contre Macron, ils sont tout simplement, ils font un métier, ce qu'on appelle le journaliste, de donner de l'information à la population. Et puis nous, consommateurs de télévision... un peu orienté quand même. Ah, disons qu'ils sont pas anti-russes, ça je te l'accorde. Ouais, voilà. On est d'accord. Ouais, mais attends, c'est un peu gênant quand même quelque part quand on voit que la plupart des médias aujourd'hui appartiennent à des milliardaires dans ce pays. Posez-vous la question, que ce soit BFM, que ce soit CNews, que ce soit LCI. Voilà, ce sont là 3 exemples de chaînes qui appartiennent à des milliardaires, à des gens à des chefs d'entreprise qui ont fait des millions et qui font des millions sur justement de l'information sensationnelle en continu. Et on peut dire qu'il n'y a pas une réelle indépendance, parce que tu me parles de Russia Today, très bien, ok, ils ont une couverture intéressante sur les Gilets jaunes, mais effectivement ils sont incapables de taper sur Poutine, et pourtant il y a de quoi faire. Le problème principal, c'est qu'à l'époque, il y a eu les histoires des grands hommes d'affaires français qui avaient racheté la Gardère et tout ça, qui avaient des groupes de presse. À la différence de chez nous, hein. Moi je le dis vraiment, je le dis clairement ici, j'ai une totale liberté de ton, et j'en remercie encore une fois la direction, parce que le moment où m'en est permis, m'en est offert, c'est que vraiment je tiens à rassurer tout le monde, je suis totalement indépendant sur les sujets que je choisis, que nous choisissons en rédaction. Nous n'avons jamais, au grand jamais, eu de contre-indication ou de demande express de ne pas parler de tel ou tel sujet. J'ai une liberté totale, et ça, messieurs dames, ça n'a pas de prix. C'est sur France Maghreb 2, et on peut vraiment dire que c'est un cas à part. Ouais, c'est le prix d'indépendance. Ah non, mais je vous le dis, les gars. Mais du coup, alors, excuse-moi, Gamal, je te laisse la parole juste après. Du coup, trop d'amabilité, les gars, ça va pas. Mais non, c'est pour ça que je le. Alors. Canal+, CNews, Direct 8, Direct Matin, Vincent Bolloré. Oui. Libération, L'Express, BFM, RMC, Patrick Drahi. Non, mais c'est comment on devrait faire un quiz? Le Figaro, messieurs. Figaro, c'est qui? Gamal? Ça va revenir. Dassault? Voilà, Dassault. Ouais. Les Échos, Le Parisien, messieurs. Le Parisien, c'est plutôt à gauche, non? Même pas. Non, mais le Parisien, j'avoue que je sais pas. Bernard Arnault. Ah, Bernard Arnault. TF1, LCI, NT1, TMC. Oui. Monsieur Bouygues. Voilà. Francis. Le Point, Europe 1, le JDD. La Gardère qui a été d'ailleurs qui s'est fait comment dirais-je, largué par sa nana. En plus il a Paris Match. Europe 1, ça va. Il va galérer pour trouver, à mon avis. Non mais Europe 1, c'est en pleine déconfiture, ils ont franchi des scores historiquement bas. Europe 1, quand même une grande radio, qui a été longtemps locataire de la rue François 1er à Paris. Ils ont déménagé l'année dernière. Ouais. Et on peut dire que le groupe a perdu énormément d'argent. Et là, il vient de se faire larguer par sa compagne. Voilà, Nouvel Observateur. Arnaud, Alors, Nouvel Observateur, Le Monde, Huffington Post et les décodeurs, c'est qui, messieurs? Allez, vous avez tout compris. À chaque fois. Bah oui. C'est qui? Xavier Niel. Niel. Voilà. Free, t'aurais pu rajouter Free. Bah oui, vous avez retrouvé tout de suite. Donc voilà. Ou pas d'ailleurs. Donc en gros, je tiens à dire que ces hommes-là, parce qu'il y a que des hommes d'ailleurs, ne payent plus l'ISF. Ah oui, merci Macron. Ils sont pas là pour ça. Et Macron a fait la une de tous ces médias, mais non-stop. Macron a été aidé par ces gens-là aussi pour arriver au pouvoir, messieurs. Oui, mais il y a une différence fondamentale. C'est pour ça que moi j'aime bien la comparaison entre la presse française et la presse, la presse et la TV russe, en l'occurrence, sans leur faire des louanges. Mais la TV russe est tenue par un pouvoir politique. La presse française est tenue par un pouvoir économique. Donc laissez-moi le ventilateur, s'il vous plaît. Ça souffle dans le micro, c'est désagréable. On sent bien effectivement que concernant la presse française, c'est bien les pressions des lobbies économiques qui font l'homme politique, puisque Macron a été soutenu effectivement de façon assez ferme pour son passage à la présidence. Et on peut pas nous faire le procès d'une chaîne qui serait tenue par des Russes, quand on sait que les chaînes françaises, et toutes sans exception, les chaînes, les journaux, les organes de presse en règle générale, sont tenus par les hommes d'affaires. Moi je vois pas ce qui est le plus choquant. Je pense que quand c'est tenu par un pouvoir politique, ça reste une posture politique qu'on peut combattre, mais qu'on peut encore comprendre. Mais quand c'est tenu par les pouvoirs économiques, c'est beaucoup plus inquiétant, parce que là on parle donc de puissance qui représente un groupe privé. Donc
Donc des hommes, pas un État. Et je suis désolé, mais on peut critiquer ce qu'on appelle TV Poutine, ce qui est très facile à dire. Moi, j'ai envie de dire que TV Bouygues m'a plus inquiété que TV Poutine, parce que TV Bouygues, c'est télévision des débiles mentaux. C'est TF1. C'est quand même les 200 mots. Tu te rappelles Patrick Lelay qui disait... Oui, ils vendent du temps de cerveau disponible. Tout est dit. Hein. C'est-à-dire que je crétinise les gens et je suis désolé, mais celui qui a messieurs, attendez, vous oubliez quand même un paramètre important. Quand on est une chaîne comme TF1, qui est la première chaîne d'Europe, on fait des programmes qui fédèrent, qui rassemblent. Non, ils font des programmes... D'accord, quand il y a un programme qui est certes un peu culturel, moi c'est pour ça que ça me fait rigoler, les gens me disent ouais, il y a peu de culture à la télé, mais vous êtes marrants les gars. Ils en veulent pas. La culture ne marche pas, d'accord, la culture n'est pas vendeur. On est d'accord, mais le problème c'est que TF1 a consacré, quand ils ont privatisé ce ROUC en 86 ou 87, ils ont consacré la TV poubelle. C'est-à-dire que c'est à partir de TF1 que tous les pires programmes ont émergé. Et effectivement, quand vous flattez le public dans le sens de la débilité, il y va. Pour faire pas les seuls, franchement. Non, mais c'est pas qu'ils sont pas les seuls, c'est que c'est grave. TF1, c'est la première chaîne d'Europe. Pourquoi ? Parce que leurs bénéfices équivaut à un chiffre d'affaires. Ils font 1 milliard de bénéfices, c'est du jamais vu dans une chaîne de télévision mondiale. Ouais. Ah, quand même. Donc c'est inquiétant, c'est-à-dire que plus c'est débile, plus ça vend. Et le problème c'est pas ça, c'est que moi à la limite je m'en fous que TF1 fasse de l'argent. Le problème c'est que c'est devenu un standard qui s'est généralisé, mais attends, toutes les chaînes sont comme ça. Bien sûr. On éduque plus les gens, et pire encore, on fait ça, et je vais vous dire qui a eu cette idée de génie, et quelqu'un qui est quand même pas un personnage qu'on peut glorifier, c'est lui qui a eu l'idée de faire la télévision et qui a fait les télévisions poubelles. Et il l'a fait par la radio, ça a commencé par la radio, c'est Joseph Goebbels. Il a dit pour que la population, puisqu'on puisse la tenir et qu'elle ne réfléchisse plus, oui. Eh bien, il faut leur proposer des programmes distractifs et débiles. Oui. Donc, il a fait des films pour attarder. La plupart des programmes que Goebbels proposait au cinéma par l'UFA, donc la grande industrie cinématographique allemande, étaient des films vraiment divertissants d'amour ou de je ne sais quoi. Et il a fait une radio pour attarder. C'est-à-dire que c'est pas une radio qui martelait du national-socialisme toute la journée. Elle martelait des programmes divertissants. Ce qui fait que les gens, ils se laissaient embarquer là-dedans. Ils étaient séduits par ça et ils ne se posaient plus de questions politiquement. TF1, c'est le même principe. On ne pose pas de questions, on fait du spectacle, on fait de la couleur, de la lumière, beaucoup de real TV, de la télévision réalité qui donne l'impression que les gens sont importants alors que c'est pas vrai. Et à la fin, on se retrouve avec des gens qui réfléchissent plus et ça rend service au grand capital pour le coup, sans être d'extrême gauche. En même temps, quand t'es dirigeant d'une entreprise comme TF1, d'une télé effectivement qui est la première chaîne d'Europe, qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent ? Tu fais des programmes qui intéressent un grand nombre. Ou tu fabriques des programmes qui doivent intéresser les gens. Il y a une étude de marché qui est faite, effectivement. Bah oui, bien sûr, il y a des études de marché. Vous savez qu'un programme à la télé n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est préparé, il y a des études de fait, etc. Il y a des et c'est effectivement Secret Story qui a été le gros truc de TF1 marche. Pourquoi je vais m'en priver, Gamal ? Est-ce que je vais être, en tant que par exemple directeur d'antenne de TF1, est-ce que je vais me poser la question d'un programme qui m'intéresse moi à titre personnel ou un programme qui intéresse le grand nombre ? Excuse-moi, je recherche le grand nombre. Mais moi le problème c'est pas ça, c'est que moi je m'en fous. J'ai pas de problème avec ça. Mais non, moi j'ai pas de problème. Mais le problème c'est en amont, c'est sous Mitterrand. Jamais il aurait dû privatiser TF1. Enfin lui son gouvernement, il n'aurait jamais dû privatiser TF1. On ne donne pas une puissance de frappe comme celle-là. La première chaîne, je parle en termes de gradation de programme. Donc, dès qu'on a eu la télévision, c'est TF1. On donne pas une telle puissance à un groupe privé. Faut pas délirer. Après, ça devient dangereux. Ouais. Je veux dire, cette concentration de pouvoir chez les privés, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Mais comment expliquer que les médias ne cherchent pas la vérité et sont là effectivement, parlons franchement, des fake news quoi. Et qu'est-ce qui reste dans la tête des gens, même si on rétablit une vérité, c'est l'information première donnée. Par exemple, effectivement, quand vous regardez Twitter, encore sur l'affaire de Montpellier, il y en a qui te tweetent de la fachosphère, parce qu'on peut pas dire qu'ils ont un cerveau hyper développé. Et bien, qu'est-ce qui reste ? C'est un supporter algérien a tué toute une famille. Or, la vérité, on la connaît maintenant. Bien sûr. Voilà, le procureur a parlé, il s'est exprimé. Et alors là, ce qui est encore plus grave, messieurs aussi, c'est la parole politique. Je veux dire, vous avez les journalistes, effectivement, qui n'hésitent pas à donner des fake news, mais les politiques qui reprennent ces propres fake news. Jusqu'à le président, pour l'affaire Geneviève Leguet, je rappelle que le procureur de Nice avoue avoir menti pour protéger le président. Attends, est-ce que tu peux nous rappeler cette histoire ? Oui, bien sûr, c'est une femme qui est âgée de 73 ans, qui fait partie d'Attaque, qui participait à l'acte 19 des Gilets jaunes à Nice, dans une manifestation qui était certes interdite, et cette femme a été au milieu d'une charge policière. Elle a été tombée, violentée, elle s'est retrouvée à l'hôpital et le procureur a dit tout de suite qu'elle n'a jamais eu de contact quelconque avec la police. Or, le procureur, quelques jours plus tard, te dit effectivement, au vu des vidéos, au vu des images, il y a eu ce contact, mais je l'ai fait délibérément pour protéger le président parce qu'il avait pris la parole. Et la vérité ne correspondait pas du tout à ce qui avait été dit et que ça pouvait mettre mal le président de la République. Encore une fois, erreur de communication. Pourquoi parler tant qu'on n'a pas les éléments d'enquête ? Je sais pas si c'est une erreur, mais bon. Non mais le procureur est toujours en fonction là ?
Oui, toujours en fonction. Ouais. Ah non, mais il dit qu'il a menti délibérément. Oui, il a menti délibérément pour voilà, absolument. Il n'y a pas une indépendance entre la justice et les politiques. On parle de quatrième pouvoir avec la presse et les médias. Ils ne sont pas indépendants. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait une indépendance entre le politique et le judiciaire? Je ne crois pas du tout à cette indépendance. C'est surprenant quand même. Oui, c'est très surprenant. Mais ça en dit long quand même. D'abord, est-ce que c'est le rôle d'un président de parler d'un fait divers? Franchement, absolument pas. Voilà, surtout pas son rôle à lui, parce que le président français, par définition... Castaner, je veux bien, c'est le chef de la police. Oui, mais le président français, par définition, sous la 5ème République, ne parle que des questions internationales. Non, mais rigole, c'est vrai, c'est le patron des policiers en France. Non, mais c'est le Premier ministre qui doit parler de ça, c'est pas le président. Castaner... Même pas, c'est le ministre de l'Intérieur. Non, au-delà du ministre de l'Intérieur, le chef de l'exécutif. Du gouvernement, oui. Il y a le gouvernement, l'exécutif. Le Premier ministre, il s'occupe des questions nationales. Le président, il est en charge des questions internationales. C'est comme ça que De Gaulle avait défini les choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour régler les... Ah ouais, mais nous, on a un hyper-président et c'est depuis Sarkozy. Oui, malheureusement. Oui, effectivement, ça c'est un petit peu calmé. Et comme le président Emmanuel Macron et la syntaxe ou la fusion plutôt, la synthèse de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Franchement, oui, c'est carrément. Ah bon, évidemment. Gauche droite. Mais tu vois bien, d'ailleurs à chaque grand événement, il l'emmène avec lui. Excusez-moi, quand Macron va nous représenter à l'étranger, c'est quand même beaucoup mieux que Sarkozy par des éléments. C'est autre chose. Au niveau de l'image, je veux dire, on l'a vu pour l'hommage à Béjica et Sepsi. On peut dire que dans cet exercice, il excelle notre président, quand même. Oui, quand même. Mais je sais pas s'il excelle, mais je sais que Sarkozy était très mauvais. Oui, voilà. Oui. Par contraste, forcément. D'ailleurs, vous avez vu la photo. Est-ce que vous avez vu la photo de Macron lorsque Ben Salah s'est exprimé? Il était mal. Ouais. Il avait l'air très très mal, très emmerdé avec ce qui se passe en Algérie. D'ailleurs, l'ambassadeur de France en Algérie dit lui-même, on est très embêté avec ce qui se passe en Algérie. Absolument. On n'a plus d'interlocuteur. On ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas peser de notre influence parce qu'il n'y a plus personne à qui parler. On ne sait pas d'où ça vient tout ça. Donc bref, ça c'était une petite aparté. Entre nous en Algérie, de toute façon, les Français quand ils y vont, ils sont toujours très mal. Je n'ai jamais vu moi une visite présidentielle ou de ministre ou de Chirac. Ah, je me rappelle de Chirac en 2003. Oui, c'était le seul qui était. Il avait été super bien à l'aise. Il était à l'aise. Il était chez lui. Oui, il était à l'aise. Mais les autres, ils sont toujours très Sarkozy, ça a été à chaque fois des visites éclairs. Oui, parce qu'il a peur. Voilà. Hollande, il avait fait quand même une petite visite sympa où il avait été. En 2012. Non, mais quand ils sont en rapport avec la décision algérienne, avec les responsables politiques, il y a une vraie tension. Ils sont pas au Maroc, en Tunisie où c'est beaucoup plus condamné. Ils sont un peu chez eux, on va dire. J'irai pas un peu chez eux, mais je veux dire, ils sont plus détendus. En Algérie, il y a vraiment cette tension qui est palpable. On voit bien qu'ils font super attention à ce qu'ils disent, la posture, pas de sourire. Enfin, c'est impressionnant. Faut voir chaque fois qu'ils y vont, c'est sur les mêmes images qu'on voit. Oui, absolument. Mais quoi que Macron, pendant sa campagne, avait fait un bon voyage. D'ailleurs, ça lui a valu quelques critiques sur la condamnation de la colonisation. Non, mais crime contre l'humanité. Oui, absolument. Crime contre l'humanité. Oui, mais alors justement, aucun responsable ne l'avait dit jusqu'alors. Si François Hollande avait amorcé la reconnaissance de l'autre 8 mai 45, mais voilà, il a juste amorcé. Oui, il a acheté un papier de non, après il a dit non, on va pas les pêcher là, parce qu'il y a les mecs du Front National. Bah oui, mais vous avez quand même des traditionalistes en France qui sont extrêmement importants. Je veux dire, on a sous-estimé leur poids quand même. Ils sont là. Quand vous voyez le Front National qui fait 23%, posez-vous des questions, les gars. Ouais, mais attention, c'est artificiel tout ça. Je continue à le dire. Artificiel peut-être. Si. Mais ils se déplacent pour aller voter, Philippe. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Ils font 23% parce qu'il y a 50% d'abstentionnistes, de gens qui pleuvent, qui neige, qui fasse froid, ils vont aller voter ces mecs. Voilà, en déambulateur. Je suis pas j'ai pas envie d'être d'accord aujourd'hui. Vas-y. Artificiel, je suis pas d'accord avec ça parce que les dernières élections européennes, c'était le taux le plus élevé de participation qu'on a observé pour cette élection et ils ont fait un score extraordinaire, ils ont été numéro 1. Ouais, donc, ça veut dire que la progression elle est observée comme la présidentielle. Non, mais il y a une progression, elle est due à quoi? Elle est due à un siphonnage de l'appareil, ce qu'on appelait la droite dite classique traditionnelle, qui d'ailleurs tu vois bien quand tu écoutes Ciotti. Et d'ailleurs, Eric, je te fais un gros bisou parce que j'ai vu une grosse déclaration de la République en marche qui allait soutenir ton pote Estrosi. Ça va être sympa à Nice aux prochaines élections. Ça va être cool là, si ça. Hey, Eric, il te l'a mis à l'envers, ton copain. Nice, ce sera nice. Ah, ça va être bien. Mais donc, tant qu'il y aura ce nombre de gens qui refusent de participer au débat démocratique, et puis c'est vrai que quand tu es au fond du gouffre et que rien n'a changé depuis 40 ans, tu dis à quoi ça sert que je participe à ce débat-là? C'est légitime. Moi, je dis aux gens, une fois que tu es trop déçu, vas-y, investis-toi. Vas-y, tu es capable. Il y a un beau film d'ailleurs qui a été fait qui s'appelle Ils l'ont fait. Ouais, j'ai vu. Magnifique. Petite production sympa, quoi. Extraordinaire. Ouais. Et donc, à un moment donné, Macron, il a été très courageux.
en disant ce qu'il a dit en Algérie. D'ailleurs, quand il est arrivé en France, il était un petit peu plus atténué, d'ailleurs. Ah oui, mais depuis, moi, je lance une invitation à Gamal Abina, parce que je sais que tu as fait un gros travail sur le 17 octobre 61. Et je l'annonce aujourd'hui qu'à Orly, au prochain 17 octobre 61, 17 octobre 2019, nous allons commémorer à Orly et nous serons honorés de t'avoir pour que tu puisses nous dire la restitution de tes travaux. Avec plaisir, et vraiment, parce que c'est pas un truc contre soi. Non mais parce que j'ai vu un petit peu, on a suivi, même si je suis pas tout à fait toujours d'accord avec ce que dit Gamal, mais là-dessus sur la qualité du travail qu'il a fait sur le devoir de mémoire, tu vois, c'est normal, il est dans les GF en même temps, on prend pas des lignoles. non, c'est du très haut niveau. Donc je disais au dernier 8 mai 45, nous on a célébré l'autre 8 mai 45. C'est Steve Kelma. Voilà, et Kirata et le Constantinois, parce que si je dis pas ça, Abdeslam et à juste titre, et dans plein d'endroits en Algérie, il y a eu une répression terrible, alors que les gens fêtaient en liesse aussi la victoire et la libération, et qu'ils ont participé de leur sang, les enfants de l'Algérie, à la libération de la France occupée par les nazis. La répression a été forte, a été horrible, a été terrible. Et donc moi j'ai invité le président de la République à s'exprimer ouvertement là-dessus et à faire une reconnaissance officielle de cette tragédie dont la France est responsable. Absolument. Mais il ne le fera pas. Il pourra pas le faire. Et pourtant, c'est pas son électorat. Non, mais d'accord, mais parce que lui, n'oubliez pas que Macron est d'ores et déjà en campagne. Il prépare 2022, lui. Ouais, c'est clair. Ouais, Peut-être il pourra éventuellement le faire lors de son deuxième mandat s'il est toutefois réélu. Ouais. Il y a des choses qu'il pourra faire. Je veux dire, normalement, un homme politique, quand on est dans la configuration à la française, au premier mandat, on peut pas dire que le président va prendre beaucoup de risques. En tout cas, s'il entrevoit d'être réélu. Par contre, il peut se permettre plus de choses, plus de liberté, plus de courage, j'ai envie de dire, lors de son deuxième mandat, parce que de toute façon, il se représentera pas. Je vais dire, avec tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il prépare, la privatisation de l'aéroport, la privatisation des barrages. Annulé, ça. Hein? Non. Je vais vous expliquer. Ce qu'il y a actuellement, c'est suspendu la privatisation des aéroports de Paris. Voilà. Pourtant, ça a été voté, c'est suspendu parce qu'il y a des députés de droite comme de gauche, qui ont, fait valoir notre droit au référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nombre de députés, je crois que c'est 125, qui demandent à ce qu'on consulte la population. Et pour cela, il faut qu'il y ait 10% du corps électoral, c'est-à-dire 4 700 000 personnes, et on en est loin. Et attention, en mars prochain, ça sera fini, le 20 mars, je crois, de mémoire, on pourra plus exprimer son choix. Là, aujourd'hui, on va pas faire un référendum. Vous n'êtes pas appelé à vous exprimer pour ou contre, vous êtes appelé à vous exprimer si vous voulez avoir ce référendum pour vous exprimer, si vous êtes pour la privatisation ou contre la privatisation. Bon. Voilà. Donc il serait temps que vous alliez sur le site du gouvernement ou dans vos mairies à l'état civil et vous remplissez la déclaration pour pouvoir organiser ce référendum d'initiative partagée. Vous avez juste besoin de votre carte d'identité. Le Burkini, favorable ou pas une loi? Juste avant concernant les médias, je voudrais vous faire une citation de Monsieur Malcolm X. Ouais, vas-y. Si vous n'êtes attends, excuse-moi, je mets un blanc. Hop, voilà. Vas-y. Si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Elle est belle, ça. Magnifique. Rien à dire. Bon, c'est dur de passer au Burkini après. Après ça, Le zapping dans un instant, les infos zappées également à ne pas louper. Et puis le Burkini, on va s'y intéresser parce que a priori, et d'après un sondage, plus de 60% des Français sont favorables à une loi interdisant le Burkini à la plage, sur les plages françaises. Est-ce que vous y êtes, vous, favorable? Vous nous donnez votre avis au 01 40 33 9000 dans un instant. Gamal Abina et Philippe Bouriac qui sont là pour débattre avec vous, sans oublier le quiz en fin d'émission. Et alors, messieurs, dames, si vous l'avez pas encore vu, l'avis tranché de Anissa Meziti. Tu le repasses? Est-ce que tu repasses? Non, je repasse pas. J'invite les gens à aller le voir en vidéo, parce que franchement, au-delà du magnifique texte, de l'écriture et de l'interprétation, il y a aussi la belle Anissa Meziti, et ça, quand même, ça ne se refuse pas. Christophe, le grand forum, pour aller voir tout cela, vous allez voir, c'est magnifique. C'est vraiment une pure fierté de la voir, à tel point que j'en connais quelques-uns qui hésitent à faire les avis tranchés maintenant. Parce qu'elle a levé le niveau. Non, mais je le dis honnêtement. J'ai commencé à écrire un avis tranché. D'ailleurs, il était pas mal, vraiment. Ouais. Et j'ai fermé l'ordinateur et j'ai dit, je peux pas.
Non, je peux pas, vraiment. Non, je te jure, elle a mis, mais tu peux pas. Le premier avis tranché est juste après celui d'Anissa. Non, je veux pas être celui-là. Ah ouais. Je veux bien être le deuxième, mais pas le premier. Ah ouais. Il prend pas de risque, le mec. Et le pire, c'est qu'il veut devenir maire. Ouais, mais il faut reconnaître. Non, mais il faut qu'il y ait une chance. Attends, mais non, c'est pas ça, c'est qu'il faut reconnaître quand quelqu'un est meilleur que toi. Et là, c'est tellement sublimissime ce qu'elle a écrit, c'est tellement merveilleux que j'en serais ridicule, honnêtement. Là, KO technique, KO premier round, y a pas à discuter. Anissa, je t'embrasse. Tout de suite, nous t'embrassons tous. Non, c'est moi, quoi. C'est moi. Pas trop ici. À tout de même. suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Gamal Abina et Philippe Boryaki pour vous accompagner en direct jusque 18h. Et évidemment, nous avons parlé des médias il y a quelques instants et des fake news. Vous pouvez continuer à voter, à répondre à la question que l'on vous pose aujourd'hui sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Bien entendu, c'est la question d'aujourd'hui. On va passer maintenant au zapping, les amis. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, c'est des maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Et pour commencer ce zapping, messieurs, vous le savez, Emmanuel Macron a assisté aux obsèques de président Monsieur Essebsi. Il s'est offert un bain de foule à Bordes-les-Mimosas, Emmanuel Macron, pour nous dire quoi? On trouvait d'ailleurs une certaine lucidité pour lui. Eh bien, il y a encore beaucoup de problèmes dans ce pays, faisant référence aussi aux Gilets jaunes. Je propose d'écouter la déclaration d'Emmanuel Macron, parce que pour lui, les Gilets jaunes, c'est pas encore terminé. Je pense qu'il y a des problèmes profonds dans notre pays qui sont liés à l'injustice, aux difficultés économiques qu'on connaît depuis très longtemps, aux défis qu'on a devant nous, liés au vieillissement, au numérique, à l'écologie. Et je pense que ceci crée des peurs. Parfois, ces peurs sont exploitées. Et donc, nous, notre défi, c'est d'y répondre. Je pense qu'il y a une partie à laquelle nous avons su répondre. Il y a une partie à laquelle nous n'avons pas encore répondu parce que ça prend du temps. Il y a aussi une colère à laquelle il n'y a pas forcément de réponse immédiate. Mais moi, je continue à être à la tâche et vigilant parce que je ne pense pas du tout que ce soit derrière nous. Non. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à agir concrètement pour nos concitoyens à la rentrée. C'est ce que j'ai demandé au gouvernement. Et à redonner du sens à l'action parce qu'il faut non pas chercher à éteindre les peurs, mais à redonner une perspective, un cap de ce qu'est vivre ensemble entre Français de manière apaisée en réfléchissant à ce qu'on fait. C'est ce que je nous invitais à faire collectivement et je parle aussi de moi-même, mais de redonner un sens profond. Et on voit bien, il y a une aspiration à un sens profond dans notre pays. Et on l'a pas encore trouvé. Donc je pense pas que ce soit derrière nous. Je le dis avec beaucoup de détermination et d'humilité. Est-ce que l'odeur du jasmin lui a fait retrouver une certaine raison? Gamal. À mon avis, voir un petit peu de soleil, ça doit lui retirer la brume qu'il a dans les yeux depuis un an, quoi. Ouais. Gamal, quand même. Bon, clash. Il est lucide quand même, Philippe. Bien sûr. C'est toi qui es son adversaire politique. Ah, je sais pas si je suis son adversaire politique. Ah bah, je sais pas. Vous êtes d'abord, on a du mal à définir les écolos. Ils sont de droite, de gauche, de centre. Mais ils sont écologistes. Ouais. C'est bien joué. D'accord. Mais bon. Bah oui. Bah écoute, Yannick il a donné le tempo et moi je suis jadophile donc je vais pas aller à l'inverse et c'est ce que je pense depuis longtemps. Tu sais, le clivage gauche-droite qui a voulu atténuer Macron en appliquant quand même qu'une politique essentiellement de droite, il est lucide sur ce qu'il vient de dire, que le pire n'était pas derrière mais était devant. Il y répond toujours pas. Il a fait un faux, vrai, grand mensonge débat qui nous a coûté quand même la bagatelle de 12 millions d'euros. Ouais, c'est juste comme voilà. Voilà, au bas mot. Il a refait la vaisselle chez lui pour 500 000 euros. Il a remis une petite piscine au fort de Brégançon que je connais un petit peu puisque pour avoir nagé à côté, me fait braquer par les gendarmes parce que je m'approchais trop près du fort. Je savais pas que c'était le fort de Brégançon, j'étais juste à côté et on nageait avec des copains et on a dit non, faut aller nager de l'autre côté. Donc même la plage, même quand t'es sur le continent, hein, elle est privatisée, tu peux pas t'en approcher. Je crois qu'il a la déconnexion et on le voit bien avec l'affaire du Rugy. Ces dîners somptueux, fastueux, j'ai envie de te dire, et ces privilèges d'avoir un dressing à 17 000 euros, ça va quoi, Monsieur le Président, je crois que vous répondez pas de la bonne manière. Et la réforme qui arrive à grands pas, celle des retraites, ne va pas aider, et il surfe sur un truc où les gens sont très peu mobilisés, que effectivement quand tu vois la répression policière qu'il y a eu dans notre pays, on n'est pas en Russie, on est bien d'accord, hein, mais visiblement les Russes d'ailleurs disent comment ils font les policiers français pour abîmer autant de gens en si peu de temps sans qu'il y ait la révolution dans leur pays.
voilà, ça va aller. Il a retrouvé une certaine lucidité quand même, non? Mais la lucidité, elle s'impose. Il aurait pu se dire, bon, vous voyez, les gilets jaunes terminés, les élections, je les ai gagnés. Non, il n'est pas joué dans cette posture. Mais non, je pense pas qu'il ait retrouvé une lucidité. Ouais, je pense qu'il n'a jamais perdu sa lucidité. Qu'il sait parfaitement la situation économique, qu'il sait parfaitement quelles sont les contraintes sur le plan de l'endettement, qu'il sait parfaitement que le pays est surendetté de plus de 1200 milliards de dollars, qu'il sait parfaitement que le budget de l'État n'augmente pas en revanche parce qu'il n'y a plus assez d'entreprises pour cotiser et pas plus de cotisants au niveau du peuple. Ouais. Et qu'il sait surtout parfaitement que si jamais il ne satisfait pas aux contraintes imposées par l'Europe, parce que c'est les contraintes imposées par l'Allemagne pour être précis, qui est très rigoureuse sur le budget et qui n'accepte pas les déficits qui filent de plus en plus parce qu'il respecte pas les règles les fameuses règles d'or. Ouais. Les 3%. Les 3%, le trait de convergence, bref, tout ça, il le sait parfaitement. Ce qui sauve la France aujourd'hui, c'est le paradoxe, c'est l'euro. S'il n'y a pas d'euro, la France est encore dans une situation encore pire que ce qu'elle a été, puisque le pétrole est moins cher grâce à l'euro, parce que le gaz est moins cher grâce à l'euro. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, la paupérisation est installée, la richesse est limitée. Alors que je parle de la création de richesse, les revenus de l'État sont limités à 300 milliards par an, et le recours ils peuvent pas faire de planche à billets, c'est fini puisqu'ils n'ont pas la souveraineté sur la monnaie. Le recours donc à l'endettement est devenu pratiquement un mécanisme de défense nécessaire pour payer quoi? Et c'est ça qui est le paradoxe, pour payer l'intérêt de la dette. Aujourd'hui, la France n'a plus de dette en termes de... C'est-à-dire que les comptes de l'État sont équilibrés s'il n'y a pas d'intérêt. Bon, très bien. Bon, voilà pour Emmanuel Macron qui s'est offert un petit bain de foule et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, il a passé son petit discours du côté de Borne-les-Mimosas. Je connaissais pas moi d'ailleurs. Borne-les-Mimosas, vous connaissez? Ah ouais, oui. Oui, bah non. Moi, on n'a pas la même valeur, monsieur. Non, moi, je pars à Montreuil sur Roche, moi, donc. Non, moi je connais plus Saint-Nary, Sifour, Le Brus, la Seine-sur-Mer. Ah ouais, non. Pas croire le mec. Attention, il est branché. Il s'appelle pas Philippe pour rien. Je suis un Varois, moi. Ouais. Alors, de plus en plus de députés de la République en marche, messieurs, pris par cible par les gilets jaunes. On le voit, les exemples ne manquent pas. Écoutez ce reportage, c'était sur CNews. Domicile tagué, emmuré, des lettres d'insultes et même des menaces de mort. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, des élus de la majorité sont victimes de violences de la part de certains manifestants. Claire Petit, députée de l'Eure, en a fait les frais. Sa permanence a été vandalisée 3 fois en 9 mois. Des actes de vandalisme qu'elle n'arrive toujours pas à expliquer. Là, ces actes-là font peur. C'est-à-dire que... Je ne peux pas penser que ce soit des Français en colère. Que ce soit des anarchistes, oui. Des actes isolés ? Ah oui. C'est vraiment des gens qui veulent la révolution, qui veulent casser le système, qui veulent absolument tout, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent d'ailleurs. Ce qu'ils veulent, c'est que tout brûle, tout casse, refasse, et que voilà. C'est pas possible. Bien que condamnées par la majorité de l'opinion, ces violences sont maintenant reprises par d'autres. Ici, des agriculteurs. Cette semaine à Vesoul, pour manifester contre le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, ils ont emmuré la permanence de la députée Barbara Bessovalo. Ça pose quand même problème, messieurs. On peut être pas d'accord avec son député. C'est pas c'est pas une raison pour aller défoncer sa permanence ou son domicile, comme on l'a vu aussi à plusieurs reprises. Ça a quand même été loin cette histoire. On peut pas cautionner ça. Je pense que personne ne peut cautionner ce genre d'attitude. Je voudrais juste faire une parenthèse. Moi, j'ai rien à voir avec la déclaration de la France Insoumise, mais hier, quand même, la France Insoumise disait on condamne, mais on peut comprendre la colère. Il y a une colère qui est saine, c'est la colère démocratique, et elle se passe dans les urnes. Je sais pas en quelle langue il faut que je le dise. Et surtout, revenir sur ce qui s'est passé avant-hier, samedi, à la permanence de monsieur Romain Gros, à Perpignan. Oui. D'accord. Mais je voudrais... t'as sa déclaration ou pas? Non, je l'ai pas. Bon, alors c'est dommage. Parce que il dit qu'il était dans un bureau derrière. Ouais, je connais ça. Et qu'il a vu des gens en gilet jaune, raquettes de tennis, machin, venir casser la vitrine. Sauf qu'on a vu les images. Et il y a effectivement des gens qui cassent les vitrines. Il y a même un qui a tenté d'allumer un feu. D'ailleurs, il a même réussi à allumer un feu. Mais aucun ne portait de gilet jaune. Ils étaient tous pratiquement habillés de noir, cagoulés, gantés, bien organisés, bien déterminés, bien équipés. Et vouloir à chaque fois jeter l'amalgame entre des gilets jaunes qui manifestent parce que ils te disent la fin du mois on est dans le rouge, et qu'il y a des éléments perturbateurs extrémistes. C'est qui alors? Black Bloc, extrême droite. Moi je suis déçu parce que dit Philippe. Bah oui. Bah oui, parce que là t'es en train de
Oui, bien sûr. Là, t'es en train de répercuter la propagande d'État qui consiste à dire que c'est l'extrême gauche ou l'extrême droite qui tape. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est le sentiment que ça donne. Quand tu dis ils sont cagoulés, machin chose truc. C'est les images, hein. Oui, mais l'expression pourquoi les gilets jaunes sont moins en moins jaunes, c'est parce qu'ils ont pris de plus en plus de coups par la police. C'est vrai. Quand on voit les manifestations, ils sont tous maintenant, il y a une petite trace de jaune, un petit chapeau, enfin un truc qui traîne, mais ils ont plus le gilet parce qu'ils ont peur. Ensuite, parce que évidemment, on ne peut en aucun cas légitimer une violence faite à un individu sous aucune forme que ce soit, parce que l'individu n'est pas le système. Mais le problème, c'est que les gilets jaunes aussi ne sont pas le système et ils en ont pris plein la tronche. Vu le nombre de personnes éborgnées, blessées, des mains éclatées, des mutilées. La vieille dame dont on parlait tout à l'heure, qui est une militante certes, mais c'est une femme qui est âgée, ça se voit, une femme 73 ans, je veux 73 ans. Zined Redouane qui est morte. Pas de cette pauvre Zined Redouane qui est morte en plus dans les conditions elle n'était même pas militante ni même manifestante. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une violence d'État qu'on prétend être légitime, ce que je conteste. Il n'y a pas de légitimité dans la violence d'un État, ça n'existe pas. Un État qui est violent, c'est un État qui se comporte comme un État dictatorial. Qu'on me dise que la violence de Poutine est légitime, oui, parce que Poutine s'inscrit dans une violence légitime. Mais qu'on me dise qu'un État démocratique qui a plus de 230 ans maintenant d'existence continue à taper sur sa propre population, je le rappelle, dans n'importe quel autre pays, on aurait parlé de répression. Ici, on dit non, maintien de l'ordre. Donc il y a quand même des limites. Et quand ces gens-là, je vais expliquer la chose. Quand des gens vont s'habiller en noir, et c'est pas nécessairement de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, et qui vont casser une permanence et que c'est organisé évidemment, c'est pas par hasard, il faut pas écarter la possibilité que ce soit des gilets jaunes en colère, ça va être possible. Je veux dire, moi un type qui s'est fait borgner et qui va, je le comprends. Oui, non, ce que je veux dire, excuse-moi, alors je me suis peut-être mal exprimé, les propos de ce député étaient bien clairs. Lui, il a vu des gens qui portaient il mentait lui. Voilà, qui portaient des gilets jaunes et qui est en train de casser et saccager sa permanence. Sauf que sur les vidéos, on ne voit personne avec un gilet jaune. Je ne dis pas que c'était pas des gilets jaunes, je vais même au-delà. Au-delà. Parce qu'on nous parle souvent des black box, ça serait des groupuscules d'extrême gauche. Ok. Qui existent, hein. Oui, bien sûr. On les a vus à l'œuvre, hein. Oui, mais aussi des black box, des groupuscules d'extrême droite aussi. Absolument. Ah oui, ça aussi, ils existent. Ils sont très présents. Le mot black bloc a été maintenant adossé au groupe de gauche. Oui, c'est clair. Alors que ce mot-là, ça peut être aussi bien des gens de gauche que de droite. Extrême gauche et extrême droite, absolument. Il y a aucun problème. Mais là où je serais même plus pas vicieux ou malicieux, mais j'ai assisté à 2 manifestations de gilets jaunes. J'y ai pas participé, j'ai assisté parce que j'étais sur le secteur et je savais pas qu'il y avait des manifs, etc. Et moi, j'ai vu des choses juste extraordinaires. Des gens venir exciter, agiter, sortir, charge des forces de l'ordre et voir ces individus mettre des brassards police. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça c'est du vécu, c'est ça pas on l'a pas montré, hein. Non, alors, heureusement qu'il y a eu quelques vidéos qui ont tourné sur des pages Facebook de la France en colère, etc. Et moi, quand j'en parlais déjà dans les années 90-2000, disant que on avait vu dans les quartiers juste avant les émeutes des situations de gens qui n'étaient pas du quartier, qui étaient venus envenimer, en découdre avec les forces de l'ordre, une présence de forces de l'ordre supérieure à ce qu'elle est normalement dans le secteur, et ces gens-là les retrouvaient sur des lieux d'intervention et d'interpellation de la police nationale. Je dis pas que c'est des méthodes de la police nationale, peut-être que certains se donnent cette légitimité de dire tiens, si on pouvait aller casser un petit peu de la population. Je comprends la détresse des policiers qui sont pas fait payer leurs heures supplémentaires, que c'est un métier difficile, mais rien n'est à exclure. Et bizarrement, ces gens-là ne sont jamais interpellés, et ça suscite quand même question. Ouais. Moi, j'ai une remarque à faire quand même. C'est incroyable parce qu'on arrive à une normalisation d'un système qui ne devrait pas l'être. Quand les nazis ont inventé les SS, ils ont inventé une tenue qu'on a appelée la tenue donc des hommes noirs, des hommes en noir. On appelait ça, c'est une façon de montrer que c'était une élite, et c'est une façon de montrer que c'était une élite qui avait tous les pouvoirs, qui était respectée et séduite. Aujourd'hui, moi je suis choqué parce que j'ai vu l'évolution, j'ai vu les vieux policiers képis bleus, et on voit maintenant, après les policiers de plus en plus à l'américaine avec des casquettes, puis après on est arrivé à des policiers qui sont de plus en plus des Robocop. Et surtout ce qui est choquant, c'est là où ça devient malsain, c'est que le policier CRS aujourd'hui qui s'occupe, qu'on appelle des forces de l'ordre, est habillé exactement de la même façon que les Black Blocs qu'on va incriminer, que l'extrême droite qu'on a vu à Lyon, ça battait les Algériens, qui est habillé en noir, entièrement noir avec des coudières genouillères. Ils sont tous habillés en noir. Comment se fait-il que la police française aujourd'hui
s'habillent en noir? Comment se fait-il que ces codes vestimentaires qu'on appelait les chemises brunes à l'époque, ou même les noirs, enfin les chemises noires, tous ces courants d'extrême droite, maintenant les codes couleurs qui étaient utilisés dans les années 30-40 sont utilisés normalement dans la police. Qu'est-ce qui oblige un policier à être en noir? Pourquoi il serait pas en bleu comme il était à l'époque? Pourquoi il n'aurait pas les couleurs un peu vives et identifiables tout de suite? Pourquoi il ressemble de plus en plus aux voyous qu'il contacte? Et vous savez, quand ça a commencé dans les années 90, enfin 80-90, quand les skinheads qui nous tapaient dessus avec des bombers s'étaient habillés en noir, et qu'après nous on cavalait dans la rue parce qu'on croyait que c'était les skinheads et c'était les flics. On savait plus faire la différence entre le skin et le flic. Il y avait flic ou voyou et skin et flic. Et aujourd'hui, on se rend compte que les Black Blocs ressemblent exactement en termes de tenue. Ils ont la même tenue que les policiers qui sont là pour garantir l'ordre. Bon. Donc qu'est-ce qui fait qu'il n'y aurait pas des passages de l'un et de l'autre? Bonne remarque. Sachez qu'aujourd'hui nous sommes le 29 juillet, messieurs, et que à partir d'aujourd'hui, lundi 29 juillet, nous avons épuisé toutes les ressources de la Terre. Ça ne s'invente pas. Reportage de CNews. À partir d'aujourd'hui, nous avons consommé plus d'eau, pêché plus de poissons et émis plus de gaz à effet de serre que la Terre ne peut le supporter. 29 juillet, une date qui avance un peu plus chaque année depuis 40 ans. C'est lié à la prédation des ressources naturelles, au fait qu'on émet de plus en plus de CO2, qu'on mange de plus en plus de poissons, qu'on coupe de plus en plus de forêts, donc qu'on déforeste à l'échelle de la planète, et qu'on artificialise aussi de plus en plus les sols, parce qu'on prend aussi ce paramètre en compte. Il faudrait 1,75 terres pour assouvir nos besoins actuels au niveau mondial. C'est une moyenne, car il en faudrait 5 si nous vivions comme des Américains, 2,7 comme des Français, et seulement 0,7 si nous consommions comme des Indiens. Donc l'idée, c'est évidemment que tout le monde ne vive pas comme des Indiens, parce que en Inde, il y a quand même une partie de la population qui ne mange pas à sa faim, mais en revanche que nous diminuons notre empreinte écologique globale en arrêtant de gaspiller notre alimentation. On jette encore l'équivalent d'un tiers de notre alimentation à l'échelle de la planète, et en arrêtant la déforestation, par exemple. Principal levier d'action selon les ONG, réduire les gaz à effet de serre que notre planète n'arrive plus à absorber. En effet, une diminution de 50% de ces gaz permettrait de reculer le jour du dépassement de près de 3 mois. Vie à crédit les gars, on a tout épuisé, on a fait n'importe quoi avec la Terre et après on s'étonne du dérèglement climatique. C'est sans surprise là, mais je vais laisser le verre parler. Non, mais j'ai pas plus de légitimité que n'importe quel concitoyen. D'expertise peut-être. Non, je sais pas. La seule chose qui est inquiétant, c'est d'année en année. L'année dernière, c'était le 1er août. Ouais, c'est en août. Okay. Donc là, on a en 3 jours. 3 jours. Et si on compare, il y a 20 ans, je crois qu'on a perdu 2 mois. Voilà. Donc ça avance de plus en plus vite. Ouais. Et alors moi je suis pas un Khmer vert. Souvent je le dis, parce que tu vois par exemple sur l'affaire du Bois-Grignon à Orly, je l'ai dit plus d'une fois, voilà pourquoi il faut des arbres, parce que ça va retenir les inondations, parce que ça va être des vrais climatiseurs naturels. C'est vrai. Mais écoute, mais j'ai fait une vidéo là. Prenez la différence avec Madrid où il fait encore plus chaud qu'à Paris, mais on a l'impression d'une chaleur peu supportable. Complètement. Ouais. Bah oui, parce qu'elle est beaucoup plus verte Madrid. Ouais. Et j'ai fait une expérience la semaine dernière au Bois-Grignon justement, à prendre des températures là où on avait coupé les arbres, il faisait 61,8 degrés. Ouais, c'est juste ça. Et juste à côté, à 10 mètres plus loin, à l'intérieur, en dessous de l'arbre, il faisait 30 degrés. Et on avait une différence, enfin, de 32 degrés. On a perdu 30 degrés en l'espace de 30 mètres. Enfin, c'est hallucinant quand même. C'est des évidences. Mais pour revenir à ce jour de dépassement, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a consommé ce que la Terre produit en énergie, mais y compris en énergie calorique, c'est-à-dire en nourriture, pour une année. C'est-à-dire que maintenant, on va consommer, à partir de demain, on va consommer ce qu'on devrait consommer à partir du 1er janvier. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand votre compte est en solde négatif, la banque, elle vous ferme votre compte, elle vous dit stop. Et notre banque, c'est la Terre. Donc, sans faire les alarmistes, et je vous le dis, on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Moi, je suis devenu végétarien, mais c'est un choix personnel sur la condition animale. J'ai été pendant 1 an là. J'ai mangé une bonne entrecôte hier soir, elle était bonne. Hein. Ouais. Ah ouais. Bon, mais non mais grillé, hein. On peut manger de la viande, mais on n'est pas obligé d'en manger à tous les repas. Je t'ai invité à un barbecue, t'as pas mangé de viande? Non. Ah bon? Ouais. Gamal, t'étais en face de lui. Ah, il a pas mangé de viande, il a mangé 2 fois plus que tout le monde. Ah ouais. C'est un Khmer vert. Par contre, ton avocat était très bon. Maintenant, par contre, si je suis en train de manger une salade niçoise et qu'il y a du thon dedans, je ferai jamais offense à la personne qui m'invite. Ouais. Mais voilà. Et puis je suis pas un Khmer vert. J'oblige pas moi mes enfants à manger de la viande. Ouais.
Moi, je mange des steaks de soja, ça ressemble à de la viande. Ce qui est le plus grave, c'est le gaspillage de nourriture aussi. Mais voilà. Alors, on jette beaucoup. On jette énormément, mais faut pas oublier que ces fameux industriels font en sorte qu'on jette. Par exemple, quand tu mets les DLC sur les yaourts, il faut savoir qu'un yaourt qui est fait aujourd'hui, la DLC, c'est la date limite de consommation. Et ben, vous avez des yaourts qui sont faits le même jour. Certains sont exportés dans les dom-toms et on repousse la DLC. Et donc, le même produit va avoir une durée de vie 10 jours supplémentaires parce que tu l'envoies dans les dom-toms. Et alors qu'ici, il faudra le consommer le 20 et dans les DOM par exemple, c'est le 30. Et donc quand toi, t'arrives le 20 et que tu l'as pas ouvert dans ton frigo, que tu regardes, tu vois les 22, tu dis c'est pas bon, je jette. Donc moi je mange. Hein. Mais même quand il y a marqué le 72, je continue à le manger. Moi. Ouais. Je suis immunisé, moi je suis un zombie. Mais le truc il est là, c'est qu'on a de moins en moins de temps pour nos plaisirs, pour nos loisirs, parce que le transport en commun te prend beaucoup de temps, aller au travail ça prend beaucoup de temps, et donc quand tu vas faire les courses, tu vas les faire pour le mois, alors qu'il faudrait les faire pour la semaine par exemple. Bon, en tout cas, on est à crédit, hein, sachez-le, nous sommes le 29 juillet. Et il faut lever le pied sur toute la consommation, et c'est ce que je disais tout à l'heure pour la consommation médiatique, nous sommes consommateurs, on peut obliger les uns et les autres à faire différemment. Moi je dis planter les arbres. Exactement. Bien évidemment. 1000 milliards. Au lieu de les arracher. Dans un instant, le burkini. Faut-il, oui ou non, une loi pour l'interdire sur les plages françaises? Les Français veulent une loi pour interdire le burkini sur les plages. Nous terminerons évidemment notre zapping. Tiens, nous ferons un petit tour par la Tunisie. Et ça va faire plaisir à Bouriaki. Parce que les Tunisiens ont pris le problème à bras le corps. Ils nettoient les plages. Et ils luttent contre le gaspillage et notamment le plastique. Vraiment saloperie. Et puis quoi d'autre? Bah tiens, on fera un petit tour par Sidi Bou Saïd. Apparemment c'est le village où est né Béjir Khaled Sepsi, et la population lui a rendu hommage lors de ses obsèques qui ont eu lieu. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum et c'est tous les jours 16h-18h. On arrive bientôt au terme de cette saison, les 3 dernières de la saison pour lundi, donc aujourd'hui, demain et mercredi. Demain il y aura Temsa Bani Farid, Emmanuel Michael et Dionor Excellent. Il est excellent, Dionor. Ouais, excellent. Ouais. Mercredi, alors il y a du monde mercredi. Un bordel total, il y aura Abdeslam Itache, le patron du quiz bien sûr, il y aura Céline Bory, il y aura Audrey Pronostif, Païsa Ben Mohamed, et j'en ai oublié un troisième, Nadir Kaya qui sera là aussi. Ah oui, la famille quoi. Ouais, ça donne envie de venir. C'est la dernière mercredi, vous êtes les bienvenus, c'est open bar mercredi, on s'en fout. Allez, ok, on passe. Voilà, on passe. Ramenez un peu de poisson fraîche. Un petit truc quoi, hein. Okay. On se fait notre petite chouchouka pour la dernière. Oui, bah absolument. Alors pour finir notre zapping, je disais tout à l'heure à Philippe, Tunisie, il y a une chasse qui est menée en ce moment sur les plages tunisiennes pour lutter contre le gaspillage et le fameux plastique. Un reportage de BFM TV. Oui messieurs, BFM TV a consacré un reportage là-dessus. Écoutez. Ils sont plusieurs dizaines chaque week-end à la recherche du moindre déchet sur la plage. En quelques heures, ces bénévoles peuvent récolter jusqu'à 150 kilos d'ordures par kilomètre de côte. Du plastique, du verre ou des mégots de cigarettes. On est des réducteurs de dégâts déjà, et en l'occurrence aussi on veut bien sensibiliser donc les vacanciers donc sur le problème du plastique, parce que là même au bout de notre collecte on discute, on échange. Une campagne de sensibilisation qui porte parfois ses fruits. Les gens doivent être propres et sensibles à l'écologie. Nous devons prendre soin des rues comme si elles étaient nos maisons. Quand on sort et que l'environnement est propre, on se sent bien. En Tunisie, la gestion des déchets relève officiellement des mairies, des collectivités qui manquent de budget. Les conditions économiques du pays nous obligent donc de ne pas avoir suffisamment de budget. Nous sommes très limités là-dessus. C'est environ 3,2-3,5 millions de dinars cette année, l'année 2019. Avant la Révolution en 2011, le ramassage des ordures était mieux organisé. Désormais, seulement 4% des déchets sont recyclés. C'est 3 fois moins qu'il y a quelques années. On est écologique en Tunisie, messieurs. Quelle leçon, Tunisie, Algérie, Maroc, quelle leçon qu'ils nous donnent. Leçon du peuple. Hein. Ouais, je dis ça parce que au Maroc, moi chaque année je suis invité au Marocco Festival Solar et au Forum de la mer. Oh, qu'est-ce qu'on a à apprendre En Algérie, tu vois des manifestations depuis des mois.
Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils ramassent tout ce qui traîne, c'est propre, tu manges par terre. En Tunisie, ils te disent on n'a pas de moyens, mais voilà, nous les habitants, nous la population, c'est notre terre, c'est notre mer, c'est nos plages. On en a besoin. C'est économiquement parce que le tourisme en Tunisie est quelque chose de vraiment très fort. Et oui, c'est clair. S'il n'y a pas le tourisme, c'est une situation catastrophique, horrible. Mais là, voilà, ils te disent c'est notre bien commun. Mais tu sais, en France, on va te faire un Grenelle. On t'a fait un ministère de la Défense, de l'écologie. Enfin, un truc, on sait même pas qui, quoi, comment, pourquoi. On te parle d'une Elisabeth Borne, ministre de l'écologie, alors que c'est elle qui a mis le coup de grâce à la fermeture de la ligne Perpignan-Paris, cette ligne Perpignan-Rungis, cette ligne de fruits et légumes. Donc ça va être 25 000 camions qu'on va avoir sur nos routes. Enfin, si tu t'attaques pas à la racine du problème, c'est bien de mettre des consignes qui récupèrent les bouteilles en plastique. Et si on modifiait les bouteilles en plastique et on les mettait, parce que le plastique n'est pas recyclable à l'infini, premièrement. Deuxièmement, le plastique est un déchet, faut bien le comprendre, qu'il est une émanation, en tout cas, pareil, on n'utilise plus de plastique au Maroc, hein. Non, mais ils sont passés au sac de laine, à l'amidon de maïs. Non mais voilà, il y a un truc au couffin, etc. C'est vraiment culturel. J'ai appris des choses de dingue là-bas. J'étais surpris. Ils ont une avance sur le bienfait de la planète, sur l'écologie, mais c'est une volonté du roi, faut pas le perdre de vue. Bien sûr, évidemment. Et il le revendique et là-dessus on peut que lui rendre. Ah moi bon. Comme tu sais, je suis un grand ami du Maroc, mais tu le vois là sur ce qui est en train d'être fait. Il faut aller sur une société zéro déchet, et pour ça il faut dès le départ favoriser la vente en vrac. Tu sais, c'est qu'on avait dans les marchés avec les épices, etc. Il faut réduire, il faut dégager le plastique et mettre à la place des bouteilles en verre que tu consignes. Tu sais, quand on était petit, et d'ailleurs, moi, pour une boisson sucrée qu'il faut boire avec modération, elle n'avait pas le même goût dans le verre que altère le goût, que dans le métal. Ah bon? Réellement, le plastique altère le goût. Réellement. Vous savez qui est la société qui a créé les bouteilles en plastique? C'est une société française qui s'appelle Sidel. Et c'est elle qui a travaillé pendant des années sur le fait de vouloir faire en sorte de retirer le caractère, la toxicité du plastique dans la bouteille. Ça n'a pas fonctionné, mais ils nous ont vendu quand même une bouteille en plastique. C'est une belle réussite française pour le coup. Puis il y a un autre aspect qu'il faut pas perdre de vue. Moi, je trouve intolérable. Là, je parle au verre, hein, pour le coup. On en a un sur le plateau. Je trouve inadmissible qu'ils nous ont fait l'hypocrisie de dire qu'ils interdiraient les sacs plastiques dans les commerces. Alors qu'aujourd'hui, non seulement ils ne sont pas interdits, mais en plus ils sont vendus, alors qu'à l'époque on les donnait. C'est-à-dire que non seulement quelque chose qui devrait être totalement et formellement interdit continue à exister, mais il s'est vendu. C'est-à-dire que nous payons le prix de quelque chose qui ne doit pas exister. C'est quand même incroyable en ce qui concerne les lois. Allez, prends ça dans les dents, Bouriki. Mais non, mais c'est pas pour moi qui dis ça. Non, au contraire, ça les infos zappées à présent, maintenant messieurs. Alors, infos zappées. En France, la thèse du règlement de compte est privilégiée par les enquêteurs après la fusillade qui a fait hier soir 3 morts, dont une vacancière dans le sud de la France. Elle s'est produite dans le Var, dans la localité d'Olioul. Le ou les auteurs de ces meurtres sont toujours recherchés. 2 des personnes décédées, a priori la cible des tirs, sont des hommes de 29 et 30 ans, connus entre autres pour des affaires de stupéfiants. La 3e personne tuée est une femme de 50 ans, une victime collatérale apparemment. Elle circulait à scooter et aurait été victime d'une balle perdue. Ça s'est passé donc dans le Var, messieurs. Terrible. Hein. Voilà. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre dans les infos zappées? Ah oui. Tiens, ça c'est pas mal quand même. Alors là, on peut aller en Angleterre pour voir ça. Le gouvernement britannique nomme un imam en tant qu'expert indépendant afin d'élaborer une définition officielle de l'islamophobie. Bonne ou mauvaise idée, les gars? Attends, le gouvernement britannique nomme un imam en tant qu'expert indépendant afin d'élaborer une définition officielle de l'islamophobie. Très bonne idée. Bonne idée. Ouais, parce que c'est dans un cadre, d'abord un cadre légal, puisque c'est le gouvernement qui demande. Puis surtout, ça permettra d'éviter des dérives et de pouvoir expliquer le caractère, à mon sens, non seulement culturel et racial de l'islamophobie. Très bien. Sinon, autre info zappée, le plan de paix américain pourrait remettre en cause l'identité de la Jordanie et transformer ce pays en État palestinien. C'est ce que craignent en tout cas des experts, alors que Jared, le conseiller et genre de Trump, est de nouveau attendu dans la région.
C'est du grand projet, c'est vrai ça. Oui, c'est le projet sioniste. Ouais, ils ont dit on se débarrasse des Palestiniens de Cisjordanie pour les envoyer en Jordanie, absolument. Et on continue de coloniser comme on fait à outrance sans que personne ne dise rien. Ça s'appelle nettoyage ethnique, le terme exact, parce qu'on oublie. Oui, non mais bien sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Héritier discret d'un pouvoir absolu, Mohamed VI, qui fêtera mardi les 20 ans de son règne, incarne la continuité stricte de la monarchie marocaine tout en affichant une image d'homme moderne au changement. Voilà, un petit peu de ce que l'on peut dire de Mohamed VI. Vous êtes d'accord ou pas avec cette définition? Déjà sur l'écologie, oui, on est d'accord. Oui, la dynastie alaouite. Enfin, la justice sociale au Maroc, quand même, on en parle 5 minutes. Attends. Comment ça, attends. Non, mais j'y arrive. Moi, je préfère être transparent. Je suis invité demain par son excellence l'ambassadeur du Royaume du Maroc en France pour la fête du trône. Donc, on n'est pas indépendant finalement. Bon, y a qui? Comment ça, on n'est pas indépendant? La preuve, tu nous dis que tu vas être invité, donc t'as pas envie de dire j'y arrive. De méchanceté. J'y arrive. Mais non, mais par peur qu'on te. Peur de quoi? De qui? C'est mal connaître ton invitation. Non. Mais attends, Christophe, là, tu vas très loin. Oui. Non, pas du tout. Tu veux pas rater le plat de loukoum? Mais quel est le rapport? Moi, je fais un constat. J'ai la chance de pouvoir aller au Maroc. Je participe, comme je te l'ai dit, je suis coordinateur de la cité portugaise au Forum de la mer, coordinateur bénévole, c'est-à-dire que je ne suis pas rémunéré. Portugaise, oui, à El Jadida. Pas mal d'ombre, ce mec. Oui, non mais pas Gabal. Ouais, c'est louche. C'est louche quand même. Bon, il est pas très clair. Attends. À El Jadida au Maroc, et je vous rappelle que le Maroc a été visité par les Espagnols, par les Portugais, et donc certains ont laissé des traces. Et la cité portugaise d'El Jadida a été faite par les locaux, mais fait par les Portugais. Tout comme Tanger par les Espagnols, absolument. Tout à fait. Et donc moi demain je serai un des invités par son excellence l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Paris, et moi j'aime beaucoup le Maroc, et il faut reconnaître la vérité que ce que fait Mohamed VI pour le développement et le rayonnement du Maroc à l'international, c'est juste extraordinaire. Voilà. Tout, alors je le dis, ok, il y a des problèmes réels au Maroc, c'est en cours, tout ne se fait pas en un jour, mais franchement, je serais mal placé en tant que Français de donner des conseils je serais plutôt modeste. Oui, on a bien compris que tu souhaites ton image. Mon sentiment. Je souhaite pas mon image. Je dis quand il y a un problème, je le dis, il y a un problème. Quand il y a des choses qui vont, il a envie de manger de tagine de demain. La fête du trône, c'est la fête du trône. On rigole plus. Mais ça n'a rien à voir. Mais écoutez, heureusement, on est indépendant, mec. Parce que vous n'êtes pas invité. Non. Moi, je souhaite pas d'être invité. Sérieux? Je souhaite vraiment pas être invité. Non. Moi, je vais encore plus loin. Parce que moi, je reste indépendant, monsieur. Mais alors quand t'es invité, tu n'es mais non, mais tu sais très bien comment ça se passe. Arrête. Vas-y, explique-moi. Attends, quand t'es invité par les autorités officielles, tu te dois quand même d'avoir un discours assez lisse, sinon tu pourras pas. Je vais me le demander. Alors, voyez, alors c'est vraiment mal me connaître, et c'est vraiment mal connaître les reproches que je te fais. Non, justement, c'est mal connaître les Marocains, justement. Et ça, c'est une offense qu'on fait à nos frères et à nos sœurs marocains et marocaines qui ont fêté, célébré dans tout le royaume, et faut reconnaître le discours de Sa Majesté le roi du Maroc, qui est juste extraordinaire, qui ont fêté la victoire de l'Algérie, de leurs frères. T'as bien vu à la frontière ce qui se passait. On parle du peuple, c'est pas pareil. Mais attends, Sa Majesté. Non, il a donné les écrans géants, c'est ça. Attends, Sa Majesté a permis qu'il y ait des diffusions partout dans le pays, et tu verrais le message d'amour et de fraternité et d'affection qu'il a fait au peuple algérien et au gouvernement, aux responsables. C'est juste extraordinaire. Si avec ça on n'est pas diffusé au Maroc l'année prochaine, je comprends rien. Mais moi je voudrais vous dire un truc. On va arranger ça. Pour être honnête avec vous, j'ai eu l'occasion de rencontrer le roi l'année dernière. Ouais. J'ai discuté un petit quart d'heure. Non, mais ça veut pas dire que je l'aime. Mais moi je l'adore. Ça veut pas dire que je l'aime pas non plus, parce que je suis objectif. J'ai discuté un petit quart d'heure. Je l'ai félicité, vraiment réellement félicité pour ses postures en termes d'écologie, parce qu'il donne des leçons à tout le monde arabe. Je parle pas de l'Occident, mais le monde arabe, il leur donne une leçon magistrale. Il m'a confié d'ailleurs que cette impulsion lui venait parce que j'avais parlé d'un homme très éclairé dans le monde arabe qui s'appelait qui est mort maintenant, qui s'appelait Cheikh Zayed, donc c'était l'ancien émir des Émirats Arabes Unis, qui était aussi très impliqué dans les questions écologiques. Et donc, il avait beaucoup de sympathie pour lui, et il a été en partie inspiré dans son programme. Alors, le Maroc, il y a deux qualités qu'on peut lui donner aujourd'hui. La première, c'est qu'il tend souvent les bras à l'Algérie, contrairement à son père qui a fermé la frontière. Je rappelle que c'est le père qui a fermé la frontière et pas les Algériens. En 94. Absolument, pour des raisons terroristes, parce que les Marocains n'avaient pas de terroristes, soi-disant à l'époque. Mais on a vu ce qui s'est passé par la suite. Et la deuxième raison, surtout, c'est le fait que là où je peux lui rendre hommage, c'est que il a fini par
s'écarter de la coalition qui massacrait les Yéménites. Et ça, pour un pays qui paye les armes au Maroc, je parle d'Arabie, ce n'est pas passé. Et là-dessus, il a eu le courage de le faire, c'est pas évident, parce que le rapport de force lui est pas favorable. Il était dans la coalition quand même, Gamal. Il y était, mais il en est sorti. Oui. Et là-dessus, le rapport de force lui est pas favorable, faut pas l'oublier. Donc c'est quand même courageux de sa part. Maintenant, évidemment, sur le plan social, socio-économique, particulièrement la question de la région du Rif, contrairement à son père, il a essayé d'ouvrir vers le Rif, il a essayé d'améliorer les choses. Mais il n'en demeure pas moins que le Rif est une région naufragée, c'est une région qui souffre, c'est une région qui est totalement abandonnée. Bon. Alors à part Tanger qui est privilégié parce que c'est la porte de l'Afrique, hein, clairement, il y a le Tanger Med 1 et 2 qui est construit, donc ça va créer beaucoup d'emplois, 75 000 aujourd'hui et peut-être plus. Mais il y a quand même des questions sociales qui ne sont pas réglées, qui sont gravissimes. Ça s'améliore, on fait pas ça en 3 jours. Ça s'améliore réellement. Et moi je vous invite à regarder la station de production voilà, à Ouarzazate, Nour 1, Nour 2, Nour 3 et là Nour 4, c'est juste c'est un truc extraordinaire. Faut juste savoir qu'à la base ça devait se faire en Algérie. En Algérie, oui, c'est Desertec. Non mais voilà. Et les gens saboté par les autorités comme d'habitude. Voilà, ça je te laisse libre de tes propos. Non mais je maintiens parce que j'ai des informations directes. Moi j'ai rencontré des ingénieurs qui ont bossé sur le projet et qui m'ont dit écoute, c'était juste pas possible. Ouais. C'est juste pas possible. Bon. Vous avez un pays extraordinaire, les Algériens, mais taisez-vous. C'est voilà. Bon, vous avez fait votre pub là pendant 10 minutes, ça va. 01 40 33 et longue vie au roi. 9000. Non mais ça va pas lieu d'être ici. Non mais on sent que demain tu vas manger toi. Ah ouais non mais il est fou celui-là. Mais le rail et le couscous sont algériens. Ouais. Refais-le deux fois. Quoi le rail et le couscous sont algériens. Nous revendiquons ça. Ouais. Faut le virer. Ouais. Il a perdu la raison. Virez-le ce mec. 01 40 33 9000. Du coup j'en ai perdu mes boutons moi. Il fait n'importe quoi Boyeki. Qu'est-ce qui se passe? Les Français veulent une loi. Une loi pourquoi interdire le burkini sur les plages françaises? Voilà. Un sondage qui interpelle après la polémique sur les opérations coup de poing de femmes en burkini dans une piscine municipale à Grenoble et qui ont fait beaucoup réagir. Regardez ce sondage. 66% des Français se disent favorables à une loi interdisant le port du burkini sur les plages françaises selon l'Institut IFOP. Faut-il interdire ce burkini? Moi je vais encore plus loin, faut interdire les Arabes. Très bonne idée. Sur le bouchon. Très bonne idée. Pourquoi interdire le burkini, puis il y a les Arabes, puis il y a les Noirs, puis on va y aller comme ça. Je crois qu'heureusement que c'est la fin de saison, les mecs sont en train de péter des plombs terribles. Non mais sérieusement les gars. Sérieusement, c'est les Français veulent 66% des Français interrogés sont pour une loi interdisant le burkini sur les plages françaises. Oui, non ou pas pour la loi? Radicalement non. C'est ridicule d'embêter les femmes parce qu'elles ont une tenue qui leur convient pas. Si elles veulent pas se montrer, et au début du siècle en France, les femmes étaient en burkini, on disait pas burkini, elles étaient habillées la tête aux pieds jusqu'au mollet. Et aujourd'hui, on nous fait des histoires parce que les femmes choisissent un vêtement différent de ce qui est la norme. Non, il n'y a pas de raison. Bon, Yaki, oui ou non pour la loi? Alors, moi, je ne suis pas favorable à cette loi-là, parce que c'est une loi liberticide et moi j'ai un problème lorsqu'on me prive de ma liberté. Ouais. Par contre, il y a eu un débat houleux tout à l'heure entre Gamal et moi et je tiens à dire que je suis un défenseur de la République et de la loi, et si demain j'étais maire d'une ville où il y a une plage et que la loi interdit le burkini, eh ben je ferai appliquer la loi. Et là, c'est choquant. Non, mais attends. Je suis pas pour qu'on s'arrête au feu rouge. Pourtant, la loi a dit qu'il faut s'arrêter au feu rouge. Non, mais en 40, on a déchu de nationalité les juifs, et pourtant c'était la loi qui le disait. Le problème de la loi, quand elle est mauvaise, faut la combattre. Il n'y a pas à discuter. La démocratie, c'est combattre la loi. Oui, mais la combattons-la dans les urnes. Mais non, on doit la combattre aussi sur le terrain. Si une mauvaise loi est appliquée, si on impose à des gens à faire des choses qui ne doivent pas être faites, en l'occurrence privation de liberté, répression, des lois qui sont liberticides, tu viens de le dire, comment peut-on appliquer une loi? Il faut la combattre et il faut être violent avec ça. Il y a une loi qui est passée récemment, d'ailleurs très peu de médias en ont parlé, qui est une loi liberticide. Tu sais, lorsque tu manifestes et que tu as le malheur de mettre des lunettes de ski, par exemple, pour éviter de te faire asperger de gaz lacrymogène ou de produits de substances quelconques, si tu te couvres la tête avec une casquette et que tu as un masque, si tu as un masque de respiratoire, c'est interdit. Mais ça, c'est inadmissible. On est bien d'accord. Ça veut dire on se doit de respecter la loi. Non, moi je respecterai pas. J'ai pas me faire gazer par un policier parce qu'il a envie de faire le dingo. Si je passe à côté d'une manifestation, j'étais à Bastille, gilet jaune à Bastille, ils ont commencé à gazer. Pourquoi je dois respirer des gaz pour faire plaisir aux policiers devant mon visage? Non, ça s'appelle la sauvagerie. Je t'invite à ne pas respirer, mais comme il a besoin de respirer pour vivre. Oui, évidemment, le fameux 333, je peux te le refaire si tu veux, Christophe, il est chaud bouillant dans la tête. Par contre, une chose est claire, c'est que je suis d'accord avec toi, il faut combattre cette loi, il faut que
que nous nous mobilisions toutes et tous, et pour ça, je le redis encore une fois, vous avez dans 7 mois et 3 semaines des élections. Tous ceux qui sont... Demandez à vos maires, demandez à vos conseillers régionaux, à vos conseillers départementaux. Je vais être méchant, mais c'est pas... Messieurs, c'est les Français qui veulent l'interdiction de la loi. Oui, mais qui les Français? Les Français interrogés, 66%. Oui, mais qui a été interrogé? Non, mais qui a été interrogé? C'est un échantillon représentatif de la population. Ouais, mais un échantillon attends, les sondages ne se sont jamais trompés. Regardez les sondages, ils donnaient François Fillon, président de la République, Alain Juppé, président de la République. Non, mais le problème dans l'histoire de la loi, pour revenir à nos moutons. Bon, les maires font pas les lois, c'est les députés, on est d'accord? Oui, donc, non, mais justement. Oui, il faut voter, d'accord. Mais le député fait la loi. Quand une loi mauvaise passe parce que la majorité est mauvaise, par rapport à une majorité sarkozyste, qui était très loin. Oui. Comment peut-on déférer une loi si ce n'est espérer que dans 5 ans... on fait un référendum d'initiative partagée. Qui ne fonctionne pas parce qu'il faut 4,5 millions de votants. Donc c'est du n'importe quoi. Il y a un déni de démocratie. Quand on n'est pas d'accord sur une loi liberticide, on n'a aucun moyen de faire retrait du texte. Vous allez vous solliciter vos députés, qui sont minoritaires au Parlement et qui ne peuvent pas voter contre. La preuve, regarde, pour l'aéroport de Paris, il y a un RIP, un référendum d'initiative partagée, qui est en place. Une arnaque, ça s'appelle une arnaque. Le RIP aurait dû se faire avec un chiffre raisonnable. On devrait pouvoir 10% provoquer... du corps électoral, non, c'est pas raisonnable. Non, c'est pas la démocratie. Mais sinon dans ces cas-là. Non, c'est pas la démocratie. Mais si. Quand il y a quelque chose qui n'a pas... Gamal, mais 10% du corps. Ça n'est pas... le corps électoral qui ne vote pas, ça ne compte pas. La démocratie, c'est... Non, parce que la plupart des gens ne votent plus. Mais non, mais on s'en fout. Pour pouvoir mettre un référendum d'initiative partagée, il faut 120 députés qui saisissent. Donc il faut que l'État ait la part, c'est pas normal. L'État n'a pas à avoir sa part. Quand c'est populaire, quand on parle l'État n'a pas à intervenir dans un référendum. Je rappelle qu'on rappelle le Burkini, hein. Ouais, le peuple doit pouvoir. Moi, je pense que ce qui serait raisonnable, on devrait pouvoir mobiliser à partir de 500 000 personnes sur les questions fondamentales. C'est une question fondamentale. Non, Gamal, il faut un chiffre raisonnable. Pourquoi est-ce 4 millions c'est raisonnable? Personne n'ira. Écoute, nous on a fait une pétition. Je remercie Marie Toussaint qui est derrière l'affaire du siècle et l'affaire pour tous. On a fait une pétition pour saisir la justice et attaquer l'État français pour non-respect de la COP21. Ok. 2 500 000 signatures. Ça c'est fort ça. Mais vous êtes à parti. Non, c'est des ONG. Il y avait Oxfam, il y avait Notre-Dame pour tous, il y avait WWF, il y avait Greenpeace. C'est des grandes ONG. Non mais on revient à ce truc-là. Et dans ces cas-là, qu'on fasse un référendum et que tout le monde aille se déplacer et aille voter. Mais pourquoi on va faire un référendum pour savoir s'il faut interdire ou pas le burkini. On est où là? Écoute, en Suisse ils ont fait un référendum pour les minarets. Les gens ils se sont déplacés. Le problème c'est pas ça, c'est de savoir. Il y a deux choses. Soit on prend le peuple pour des crétins, et je pense que les dirigeants prennent le peuple pour des crétins, et disent si on leur donne le pouvoir, ils vont faire n'importe quoi avec. Ouais. Ils vont revenir sur des lois qui seront peut-être rétrogrades. Ouais. Soit on part du principe qu'on est en démocratie, et à ce moment-là, le peuple doit pouvoir au moins provoquer, c'est De Gaulle qui l'avait proposé, bien sûr, provoquer un référendum pour ou contre. D'accord. C'est ça la question. Après, pour ou contre, ça veut pas dire qu'on l'applique, ça veut dire qu'au moins ils ont la température de l'eau. Après, aux législateurs de faire les lois. Mais pour ou contre, c'est minimum quand même. Le corps électoral est composé de 47 millions de personnes. Ouais. Et toi, tu proposes 500 000. Non, je dirais qu'à partir d'un million pour faire ça. Mais non, mais même 1 million, c'est pas possible. Mais moi, 10% du corps électoral, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un dispositif qui est mis par l'État? Pourquoi il n'y a pas un dispositif qui est mis en place par l'État pour dire que sur des questions fondamentales, je parle pas des questions bidons et périphériques. Je veux dire que le Burkini c'est périphérique, c'est pas fondamental. On est bien sur la question par exemple de l'aéroport, c'est fondamental. Sur la question de l'écologie ou alors de la vente par exemple des grandes industries françaises comme c'est passé des barrages hydrauliques, etc. Oui, mais les industries, quand on l'a vu avec l'histoire d'Alstom qui a été vendue, qui a été racketté par les Américains, faut pas oublier. Ils ont mis un type en prison pour ça. Le DG il a été mis en prison pour obtenir faire main basse sur un fleuron de l'industrie française. Sur ces questions-là, il est pas normal que le peuple ne puisse pas exprimer immédiatement sur des approbations pour provoquer un référendum. Le peuple doit pouvoir interroger les dirigeants et pas leur donner un quitus pendant 5 ans pour qu'ils fassent n'importe quoi et qu'à la fin on se retrouve. Oui, mais messieurs, pardon, vous oubliez quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que beaucoup les hommes politiques se réfèrent au sondage. Là, t'as un sondage IFOP qui te dit que 66% des Français sont favorables à une loi interdisant le burkini. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Il faut les ignorer, ceux-là. C'est pas stratégique. Il faut l'ignorer. C'est pas stratégique. Le sondage, c'est un relevé d'une certaine vous êtes population. comme les patrons de radio en fait. Quand ça vous arrange pas, vous êtes pas du tout. Non, moi je suis favorable. Je suis catégorique. Quand c'est des questions de société, on s'en fout. On n'a pas à les écouter parce que souvent le beauf va parler plus nombreux. Alors que quand c'est des questions fondamentales qui a trait à l'économie, qui a trait au bien-être général, je veux dire, le burkini, une femme est un burkini à côté de moi, elle va pas m'empêcher de respirer, de bien vivre ou d'avoir mon salaire à la fin du mois. En revanche, quand c'est des questions économiques, c'est important. Non mais allez-y en combinaison de plongée. Bah oui, pourquoi pas. À faire régler. Bon, ça y est. Jamel. Non mais c'est un instant T. Jamel, pour ou contre?
À quel sujet? Bon bah super. Salut Jamel. Barre-toi de là, Jamel. Tu suis rien de l'émission, ça va pas ou quoi? À quel sujet on parle du... C'est que je vous écoute sur mon téléphone et j'ai du mal à... Ouais, bon, on parle du burkini. 66% des Françaises sont favorables à une loi interdisant le burkini sur les plages françaises, oui ou non? Non, moi je suis contre. Bon, je suis contre. d'accord. Contre la loi? Je suis contre. Ah non, moi je suis de la liberté pour les femmes. Si elle a envie de mettre un burkini, elle a qu'à mettre un burkini. Si elle a envie de se mettre en bikini, qu'elle se met en bikini, on se lave les yeux. Jamel, franchement, Jamel, c'est une loi qui est votée. Jamel, si demain la loi était votée, il faut la respecter ou pas? Est-ce qu'il faut la respecter ou pas pour toi? Non, il faut pas la respecter. Oh, alors la loi. On sort pas à faire des lois pour interdire ci, interdire là. Non mais il a raison, Jamel. On n'a plus le droit de faire ce qu'on veut sur cette terre. Ouais. Bon, merci Jamel. Si tu respectes pas, tu vas mettre quand même des gens en galère. Il a raison. Faut arrêter de faire des lois pour des stupidités pareilles. Mais les gars, on n'a pas autre chose à faire. On est d'accord. On est d'accord sur le constat. Mais t'es en train de nous dire que toi, s'il y a une loi, tu la feras respecter. Tu vas même pas la combattre? Je vais la combattre avant qu'elle soit en application. Une fois qu'elle est en application. Mais je continuerai à la combattre. Mais une fois qu'elle est là, la loi. Par exemple, le permis à points. Je suis contre le permis à points. Tu sais que ça a produit le permis à points. Ça a produit 2 millions de personnes qui conduisent sans permis. Et demain, si tu tues quelqu'un, c'est pour ça que les mecs ils s'arrêtent plus quand ils ont un accident. Ils s'arrêtent plus parce qu'il y a aucune assurance qui les couvre. Par contre, toi, tu vas t'arrêter parce que là, c'est l'heure de la pub. Et que dans un instant, j'ai un petit quiz. Boryaki, Abina qui vont s'affronter dans un instant. Je vais le massacrer. Oh là là, c'est un vert ça. C'est un rouge lui. Ouais, ah oui, le massacrer. Lui, tu vas voir, on va le retrouver à la France Insoumise ou chez les communistes dans quelques temps. Ah non, ça n'arrivera pas. À la France Insoumise. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, messieurs dames, on est là avec Boryaki Philippe. Et bonjour. Le vert plus que vert. Gamal Abina, quoi que des fois on se demande. Ouais, non, les verts foncés là. Vert foncé, ouais, je m'inquiète un peu moi aussi. Je suis jadophile moi. Vous avez compris que demain il va aller manger un bon tagine, donc invité par la royauté marocaine. Mais Jade, c'est pas du vert, Jade? Jado? C'est ça. Jado, oui, Jado. Absolument. C'est l'heure du quiz, messieurs dames. C'est les derniers quiz de la saison dont le patron reste toujours Abdeslamitash. Ouais. Incontestablement, il met à chaque fois des killers. Voilà. Des volets à chaque fois. Boryaki à chaque fois il dit ouais, je veux le défoncer, ouais. ouais, non mais j'aime pas, il se fait défoncer, mais alors. Abina Gamal contre Boryaki Philippe sur France Maghreb 2. Voici mes questions qui ont toutes un rapport avec évidemment la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 29 juillet. Quel monument, messieurs, à Paris a été inauguré le 29 juillet 1836. Allez. 1836. Le Panthéon. Sacré-Cœur. Pas le Panthéon ni le Sacré-Cœur. C'est pas la Tour Eiffel, c'est sûr. Les Invalides. Non, c'est pas les Invalides. Monument 1836. Monument Invalides. Je peux vous donner un petit indice. Attends. Vous connaissez Maître Maghrébi? Ah, l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, il l'a dit, Gamal. L'Arc de Triomphe. Je salue et j'embrasse d'ailleurs Maître Maghrébi. Nous aussi. 1-0 pour Abina. Quel prince égyptien devient roi en 1935 Farouk. à l'âge de 18 ans? Farouk est une deuxième bonne réponse. Ah bah attends. Attends. Prince égyptien à Gamal Abina, s'il te plaît. C'est une blague. Alors là, ça c'est petit, mais alors petit. Troisième question. Inauguration de quel stade parisien en 1928? Pas du tout. 28 alors. 1928. Le Parc des Princes. Non, ce n'est pas le Parc des Princes. C'est le Vélodrome. Non, pas à Paris, le Vélodrome, les gars. À Paris. Parc des Princes. Non, c'est pas le Parc des Princes. Charletti. Non, il est plus récent. Quelle année t'as dit? Attends. en 1928. Un stade de foot. Non, j'ai pas dit de foot, j'ai dit un stade. Salut Lumière. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Merci. Non, pas vrai. Non, un stade. Il y a un stade. Un stade 1928, 29 juillet, les gars. Oh, je leur donne un indice de ouf, ils comprennent rien. Le stade du 29 juillet, j'ai n'importe quoi. Le stade de... Non. Ah, Roland Garros. Oui. Oh là. Roland Garros. Merci, Boryaki. Le clochard. De quoi, le clochard? Moi. Ah. Non, pas lui, c'est un bon, c'est pas le clochard. 2-1. Une loi maintenant sur les contrôles d'identité entre en vigueur en 1986. Comment s'appelle cette loi? Contrôle au faciès. Non. Ça c'est ce qu'on dénonce. La loi qui porte le nom d'un homme politique. La loi Pasqua. La loi Pasqua. Bien, j'ai pris le temps de le dire. De partout. Bien joué. 1986, contrôle d'identité, les gars. Ça devrait vous parler, monsieur. Oui, 86, bien sûr. Comment oublier Le match est relancé. Les jeux ne sont loin d'être faits. Tant mieux. 5e question. Je cherche à présent un peintre néo-zélandais. Néo-zélandais. Monet. Mais non, pas du tout. Van Gogh. Non. Van Gogh. Exactement.
Alors sachez que Van Gogh était fils d'un pasteur protestant. Il a fait ses études d'ailleurs à Amsterdam en théologie, messieurs. Oui. Et il s'était coupé d'ailleurs l'oreille en se rasant. Non, c'est pas en se rasant. Hein. Non, avec un rasoir. Non, avec un rasoir. Ouais, mais c'est vraiment mutilé. Parce qu'il réussissait pas à y passer. Bah oui, donc j'ai bien dit, il s'est coupé les... dépressif. Voilà. Hein. Absolument. Bon, il y a qui a pris le dessus là, les gars? On est à 3-2. Peut-être que tout va se jouer sur 7 questions. La 6e d'ailleurs est d'ailleurs la dernière. Je cherche maintenant un acteur français. Célèbre acteur français qui a quand même été très populaire. 135 longs métrages. De nombreux téléfilms, mais son talent comique, parce qu'il l'était, a atteint son summum à la cage aux folles. Ah oui, Michel Serrault. Michel Serrault, victoire de Forlì-Poriachi, 4-2. Michel Serrault qui est décédé, c'était là ma question, en 2007, un 29 juillet. La cage aux folles. Qui ne l'a pas regardé? Qui l'a pas regardé. Ah, forcément, évidemment. Bon, bah c'est bien. Dis donc, pour Philippe, t'as gagné un quiz, dis donc. Non, j'en ai gagné plusieurs. Oh là là. Le mec se prépare royalement à la rentrée, je te jure. Pour demain. Non, parce que, attention, à la rentrée, moi j'ai demandé qu'il y ait un règlement pour le quiz. Oui. Déjà, premièrement, qu'on réponde pas avant que tu donnes le top. Deuxièmement, qu'il y ait un classement. C'est lui qui va faire les règles maintenant. Ah, il fait les règles. Non, mais qu'il y ait un classement. Le dictateur vert, chez c'est un Khmer vert. Non, mais au moins qu'il y ait un classement pour qu'on sache vraiment qui est champion d'automne, qui est champion de printemps, t'inquiète pas, champion de toute catégorie et faire des. Je peux te donner le nom, il s'appelle Abdel Salem. Non. Tu vas voir. Incontestable. Bon, merci beaucoup, messieurs. Bonnes vacances à tous les deux. Infiniment. On se retrouvera peut-être à la rentrée. Je sais pas si vous êtes sage ou pas. On verra. Inch'Allah. Je suis en plein recrutement. Je suis en plein mercato, là, les gars. Ouais, j'ai entendu des trucs comme ça. Oui, recrutement, les gars. Mercato, c'est normal, c'est la saison. Voilà. Bon, Yaki, merci beaucoup. Merci. Et bonne journée pour demain par avance, donc. C'est demain soir à partir de 18h. Oui, Bon loukoum. Bon tagine. Allah al-Watan ya al-Malik. Oh, il y a l'association monstrueuse. Sors d'ici. Dégage, pas des rétros. Monsieur Gavin, merci beaucoup et bonnes vacances. Demain autour de cette table, ils seront 3: Emmanuel, Michael, Farid Tam Samani et Dionor, excellent. Et mercredi pour la dernière, il y aura du monde, Céline Bory, Faiza Ben Mohamed, Audrey Pronosti, Abd Eslamitash et Nadir Kaya. Voilà, entre autres, peut-être d'autres. En tout cas, c'est open bar, sachez-le. Ça sera pour la dernière et ça sera mercredi. Bonnes vacances à tous et rendez-vous demain pour l'avant-dernière du LGF sur France Maghreb 2. Bien sûr, c'est là que ça se passe tous les jours. De 16h à 18h, on est là, mes amis, sur votre radio France Maghreb 2. Et oui, messieurs, dames, je rends l'antenne à l'heure puisqu'il est pile poil à Paris comme partout ailleurs en France, 18h. Dans un instant, Medjed, juste après le rappel de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir, les recherches se poursuivent pour retrouver les 2 auteurs de cette fusillade hier dans le Var. Elle a fait 3 victimes, 2 hommes de 29 et 30 ans ciblés par les tueurs, vraisemblablement pris dans un guet-apens sur fond de guerre des clans. Elle a également coûté la vie à une femme de 58 ans qui circulait à scooter avec son mari. Tous les deux ont été touchés par des balles perdues. L'homme est lui sain et sauf après avoir été opéré aujourd'hui. Les tireurs ont donc pris la fuite. Toujours dans le Var, le feu est fixé au-dessus de la rade de Toulon. Entre 25 et 30 hectares ont brûlé à Saint-Mandrier. Au total, 160 pompiers sont intervenus, aidés par de nombreux engins et les moyens aériens. Une enquête est en cours après le saccage de la permanence parlementaire d'un député En Marche ce week-end à Perpignan. Les vitres du local ont été brisées. Certains manifestants gilets jaunes ont tenté d'y mettre le feu. La porte-parole du mouvement La République En Marche, Aurore Berger, dénonce un climat malsain. Ces derniers jours, près d'une dizaine de permanences du parti ont été visées. La Chine vient de condamner un cyberdissident, pionnier de cette lutte de l'ombre dans le pays. Et cet homme de 56 ans écope de 12 ans de prison pour avoir révélé des violations des droits de l'homme en Chine. Il renonce au rachat de Nice Matin. Le milliardaire franco-libanais Iskandar Safa ne concrétisera pas son projet de racheter le quotidien régional du Sud. Il laisse le champ libre à l'homme d'affaires Xavier Niel qui souhaite aussi devenir actionnaire majoritaire du journal.
Le piton de la Fournaise est de nouveau en éruption. C'est la 3e fois cette année que le volcan réunionnais se réveille. La lave jaillit dans une zone totalement déserte. Pas de risque pour les habitants. Pour finir, une bonne nouvelle, c'est rare pour la biodiversité. En Inde, le nombre de tigres sauvages a augmenté de 30% en 4 ans. La mobilisation pour éviter son extinction semble payer, se réjouit le gouvernement. Il y a désormais près de 3000 félins, soit 800 de plus qu'en 2014. Bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.